Je suis heureux de participer à cette école et puis de venir vous exposer quelques points de vue concernant l'histoire assez générale des sciences humaines. Et donc, je remercie chaleureusement les organisateurs pour leur invitation et cet espace écuménique qui est très bien pour moi aussi. Dans le titre de mon exposé, j'aimerais souligner d'emblée la note de perplexité, en tout cas de questionnement, qu'introduit le point d'interrogation. Il est central dans le titre et je le voulais ainsi. Il s'adresse autant à l'unité problématique des sciences humaines telle que l'aperçoit l'historien qu'au concept de sciences humaines lui-même, qui est tardivement apparu en France et qui est même ignoré en Grande-Bretagne, où il y a peu d'années encore, le terme science, sciences, dénotait les sciences dites de la nature, à l'exclusion donc du champ des humanités, dont relèveraient la plupart de nos sciences humaines. En 1988, il y a 20 ans à peine, donc, quand paraît le premier numéro de la revue généraliste History of the Human Sciences, qui a été fondée à l'université de Durham, les éditeurs sont obligés de préciser l'acception de leur titre. Et ils écrivent ça: les sciences humaines regroupent un ensemble de disciplines telles que la sociologie, la psychologie, l'anthropologie et la linguistique. À la différence des sciences sociales, l'expression suggère une approche critique et historique qui transcende les spécialités et lie, du verbe lier, leurs intérêts à ceux de la philosophie, de la critique littéraire, de l'histoire, de l'esthétique, du droit et de la politique. Quand enfin l'historien intervient en surplomb ou en deuxième puissance, il ajoute sa réflexivité épistémologique et sa propre formation à toutes ces incertitudes sémantiques. Dans le fond, nous objectivons spontanément en France un champ de recherche, alors qu'en Angleterre, comme le rappelle également Roger Smith il y a 10 ans, l'entité sciences humaines, écrivait-il, n'a ni forme ni évidence matérielle. Nous lui conférons donc de ce côté-ci de la Manche une consistance réelle, une caractérisation forte et une délimitation qui est tacitement admise, alors que notre collègue britannique parle d'une présence fluide, spectrale, voire oblitérée. Je cesse là ces citations, je n'en ferai pas abondance. Je voulais signifier seulement d'emblée que le concept même de sciences humaines varie grandement en extension et en compréhension, et qu'aucune généralité ne vaudrait d'un pays à l'autre sur un plan comparatif. Le caractère désormais international de la recherche, y compris dans ces domaines, qui est un facteur de normalisation, n'amoindrit pas nécessairement ces écarts qui tiennent pour partie, vous le devinez bien, à la division administrative du monde universitaire, la division des facultés si l'on veut, pour partie à la structuration historique de ces savoirs, pour partie enfin à la dominante qui peut être marquée de tel ou tel secteur dans un pays ou dans un autre. La place, par exemple, de la philosophie de l'esprit et des sciences de la culture en Allemagne n'a guère d'équivalent en France, et de cette disparité, nous devons tenir compte. Notre domaine historique s'inscrit en France sous la bannière sciences de l'homme et de la société. C'est la réplique visible d'un département du CNRS, qui a changé de nom entre-temps, c'est les sciences humaines et sociales. Aux États-Unis, le même domaine serait couvert sous l'appellation Behavioral Sciences, les sciences du comportement, si l'on veut, aux lourdes connotations, refusées en Angleterre, par exemple. L'international, dans ces domaines, peut même être trompeur. La Société européenne d'histoire des sciences humaines, qui est l'ex-Keiron Europe, qui a changé de titre voici 10 ans, eh bien, elle couvre depuis 1998, sous un intitulé que vous voyez volontairement large, le principal organe de liaison des historiens des sciences psychologiques. Les autres sciences et leurs spécialistes, sans en être aucunement exclus par ce tropisme psychologique, ne s'y trouvent guère encouragés. En prenant quelques libertés avec le concept forgé voici quelques années par Jonathan Harwood, on peut donc parler d'un certain style national de la recherche en sciences humaines, lequel affecte à son tour l'écriture de l'histoire ou son registre d'évidence. Alors pour y voir plus clair, j'ai donc choisi de traiter essentiellement du paysage tant sociologique qu'intellectuel français des 20-25 dernières années. À titre diagnostique, j'évoquerai d'abord l'état actuel du champ historique, son succès et ses contradictions. On ne peut dissocier ici la sociologie de ce domaine, de ses réalisations et de ses productions. Et puis je reviendrai après, en deuxième partie, sur des questions d'épistémologie relatives à l'extension du domaine sciences humaines, à son unité historique, souvent contestée et d'ailleurs variable selon l'échelle choisie. Alors même restreint à l'espace national, ce retour sur l'histoire des sciences humaines, c'est un exercice risqué et surtout déconcertant.
Il est risqué parce qu'il ne s'agit pas seulement, vous l'imaginez bien, d'un secteur très large, trop large, probablement, de la culture contemporaine, mais d'une nébuleuse de pratiques, de savoir, de savoir-faire, dont la cohérence est en soi problématique. Cet exercice est aussi risqué parce que l'essentiel s'est joué au niveau d'une ou deux générations. Par conséquent, le recul peut nous manquer. Et il me manque singulièrement, puisque je suis, comme de nombreux collègues ici présents, partie prenante de ce mouvement et donc de son interprétation. Mais le dossier est avant tout déconcertant. De prime abord, le développement de l'histoire des sciences humaines depuis le début des années 1980 est spectaculaire, tant sur le plan institutionnel que sur le plan éditorial et d'abord intellectuel. L'intérêt est patent, il est durable, vous en attesterez, et la reconnaissance qu'on nous monnayait naguère avec parcimonie ne fait plus de doute. Le domaine est pleinement accepté en histoire des sciences générales, après une période que j'ai bien connue d'éclipse ou d'occultation délibérée. Ceci étant, la force agrégative du domaine est conditionnelle. La brève période qui m'occupe se caractérise, parmi d'autres signes tangibles, par une multiplication pléthorique de groupements spécialisés, à la manière de l'association Charles Gide pour l'histoire de l'économie, de la Société, bien sûr, d'histoire et d'épistémologie des sciences du langage, à la manière aussi d'autres associations basées sur Paris, l'Association internationale d'histoire de la psychanalyse, ou bien le groupe d'études pluridisciplinaires d'histoire de la psychologie, qui a été créé en 1992 et qui a changé de titre pour devenir le groupe d'études des sciences du psychisme. Inflation de groupes semblables, inflation aussi de titres de revues consacrés à nos domaines et qui témoigneraient dans le même sens. Depuis les études durkheimiennes, qui ont été fondées en 1977, qui sont restées françaises pendant 10 ans et qui sont maintenant passées à l'international sous le titre Durkheimian Studies. Ça, c'était en 77. Histoire, épistémologie, langage, vous le savez mieux que moi, a été créé en 79. Gradiva, qui s'intitulait au point de départ Histoire et archives de l'anthropologie en 86, jusqu'à la parution qu'on évoquait à l'instant. Voici donc 10 ans de la revue d'histoire des sciences humaines créée par Laurent Mucchielli et Olivier Martin en 99. L'analyse donc révèle cette dissémination. Mais la diversité est-elle une force ou une faiblesse inhérente à ce domaine? C'est une question de fond. Elle relève de la politique de la recherche. Une grande variété de formules associatives, de lieux, de supports m'a paru initialement, il y a une quinzaine d'années à peu près, un gage d'ouverture. Mon jugement partait du sens commun. Comme le domaine manquait véritablement de visibilité académique dans cette époque, il me semblait qu'insinuer partout cette offre d'histoire, c'était une forme de pertinence ou bien un facteur d'implantation. La mode toute nouvelle des numéros thématiques des grandes revues, qui passaient à la thématisation dans cette période, elle servait cet intérêt, je dirais, prosélytique. Et elle nous a servi. Des revues comme Communication, comme Genèse, comme Politics, comme la revue de synthèse, nous ont permis d'exprimer notre point de vue pour une histoire des sciences humaines. Maintenant, passé ce constat, on peut considérer que cette richesse ne va pas sans éclatement ni fragilité. L'intégration en un ensemble cohérent des pratiques monodisciplinaires se verrait désavouée par le fait si le mouvement centrifuge d'éclatement l'emportait sur la recherche collective et la définition concertée de communs dénominateurs. J'ai souligné les deux facettes de ce problème, la convergence et la divergence, non pas pour amorcer ici une solution, mais simplement mettre en valeur une donnée récurrente dans notre courte histoire, à savoir qu'il existe une tension constitutive entre un point de vue disciplinaire qui domine la recherche actuelle et puis la volonté patente en d'autres lieux, je dirais, d'organiser le champ d'études avec plus de distance pour favoriser les synthèses nécessaires, celles qui nous incombent, et de mettre en perspective de longue durée un ensemble de sciences, on va dire, qui ont l'homme pour objet. Alors, à l'image de Janus, l'historiographie des sciences humaines présente donc deux visages contrastés. Du point de vue de la réussite indéniable, de la success story si l'on veut, on peut s'assurer de la stabilité d'institutions nombreuses qui, par l'encadrement, la diffusion, l'enseignement, bien sûr, contribuent toutes ensemble à la coproduction d'un domaine de recherche qui est nouveau, qui le reste, je pense encore, qui est attirant, et j'ajouterai dans cette optique qu'il s'agit d'un événement remarquable. Parce qu'à une génération de là, l'histoire des sciences humaines n'était pas encouragée, nombre de
d'ouvrage qui s'intitule Histoire générale des sciences n'en traite pas, bien sûr, et des collègues ont témoigné nombreux des difficultés fondamentales qu'ils rencontraient à faire valoir leurs compétences historiennes dans les départements scientifiques. L'histoire fait peur, écrivait par exemple Erika Apfelbaum, qui est une historienne de la psychologie sociale, ou même Paul Mingal, qui écrivait à peu près dans les mêmes termes, en 1988. L'histoire fait peur. Et en effet, on ne saurait s'engager dans une démarche réflexive de ce type sans détruire les idées convenues ou, je dirais, chahuter la généalogie des fameux pères fondateurs qui confèrent, comme on le sait bien, autant qu'il est possible en tout cas, sens, unité au parcours stochastique d'une profession. Alors, dans le cadre des disciplines, l'histoire a donc été plus ou moins bien reçue. À titre d'exemple, la géographie, la sociologie, la linguistique bien sûr, ont accepté facilement cette expertise, ou plus facilement. Les équipes ont suivi, et dès la fin des années 70 parfois, et de même les publications. On y voyait peut-être le moyen, dans bien des cas, d'assurer mieux encore la fondation des fameux pères fondateurs, à la manière dont, il y a une trentaine d'années, on étudiait la sphère d'influence de Durkheim en sociologie, de Saussure en linguistique, de Vidal de Lablache en géographie. On pourrait parler d'industrie durkheimienne à propos des célébrations des centenaires successifs des publications de Darwin, de Durkheim, qui s'opère en ce moment à la mode de ce qu'on a appelé l'industrie darwinienne autour de 1980. Dans d'autres sciences, donc ça marchait très bien dans ces sciences, mais dans d'autres sciences, on a craint visiblement d'ouvrir les archives, de peur certainement d'exhumer les fantômes du placard. La psychologie en est un bel exemple. On sait aujourd'hui, et mieux qu'hier, qu'elle avait parfois fait cause commune avec le spiritisme, avec ce qu'on appelle le merveilleux psychique, disons les sciences occultes, le magnétisme, etc. Et il valait mieux taire ce type de connivence. Un autre exemple que je connais bien, c'est l'anthropologie. L'anthropologie, peut-être plus encore, elle s'identifiait pour la meilleure part de son itinéraire avec un racisme sordide dans un cas, l'anthropologie physique, avec le colonialisme chosifiant dans le cas de l'anthropologie culturelle. Là encore, l'image publique de cette science s'en trouvait menacée ou brouillée. Toutefois, les interdits ont été levés dans les années 1980-1990. Ce sont des décennies importantes pour ceux qui les ont vécues. Il est inutile, je crois, d'évoquer l'école d'Édimbourg qui a rééquilibré le mou et le dur, comme on disait dans le temps. Le tournant donc des constructionnistes, je ne crois pas non plus que le mouvement post-68ard, qui avait cette volonté de comprendre les égarements de la science, ait joué un très très grand rôle dans cette période, même s'il a été fondateur par certains aspects. Le phénomène générationnel a joué un plus grand rôle, je dirais, dans les disciplines en tout cas. Je citais l'anthropologie, eh bien, j'ai bien connu cette époque, l'anthropologie, en anthropologie, dès les années début 80, la raciologie ancienne avait perdu toute valeur probatoire. Et c'est sous la conduite de généticiens, une nouvelle génération de biologistes donc, que les choses se sont passées. Tout cela déniait l'héritage pesant encore dans les années 50-60 de la raciologie, et il considérait maintenant, l'écrivant d'ailleurs, que la raciologie est à peu près à l'anthropologie ce que l'astrologie est à l'astrophysique. C'est une sorte d'aberration. Ce passé étant aboli, mis à distance en tout cas, proprement dépassé, il pouvait être étudié dans ses propres termes, dans ses logiques instrumentales, et tout était dit. On a pu faire ce travail historien avec les anthropologues, avec leur complicité. Et de fait, en anthropologie, après un débat houleux interne à la discipline qui s'est achevé en 80-82, avec la déroute et la prise de retraite aussi de la vieille école d'anthropologie raciale, eh bien le devoir de mémoire a pris le pas sur la défensive précautionneuse. On pouvait donc aller voir les archives. Pour plusieurs raisons comme celle-ci, je ne les multiplie pas, qui sont d'ailleurs bien ou mal élucidées selon les domaines, l'histoire est ainsi devenue, je dirais, à la mode dans toutes les sciences humaines. Des colloques, des livres, des conférences ont fait une part croissante aux lectures du passé, et cette fois de plus en plus loin des hagiographies officielles, ce qui a permis de reconsidérer ce que Sylvain appelait l'horizon de rétrospection, la bibliothèque de référence, si l'on peut dire. On a, en sociologie, redécouvert l'école de Frédéric Leplay, même René Worms a été relu sous cette forme, et bien sûr, il y a une sorte d'engouement pour Gabriel Tarde dans les 10 dernières années. On a réécrit l'histoire aussi loin des plaidoyers d'instauration qui sont typiques de tous ces actes commémoratifs qu'on connaît bien dans les institutions, les jubilés, les centenaires, qui continuent bien évidemment à travailler ensemble.
C'est un phénomène qui est général, qui se prolonge aussi dans les congrès, toujours dans les spécialités. Dans les congrès internationaux, on aperçoit que des sessions historiques sont régulièrement organisées et connaissent un véritable succès. Maintenant, j'ai dit qu'il y avait deux faces à la médaille, eh bien l'autre face ne contredit pas sa réussite, mais elle reflète aussi ce que j'appelais l'atomisation croissante des perspectives monographiques. Les histoires disciplinaires, elles prospèrent aujourd'hui en parallèle. Et cette segmentation confine à ce que l'historiographie de langue anglaise, qui est moins cloisonnée sous ce rapport, dénonce parfois comme une mentalité de ghetto ou bien comme une vision à œillère, une vision tunnel vision. La convergence des buts n'est pas même à l'honneur. Avec une érudition micro-historique incontestable, avec un sens historique, je dirais, des grandes traditions disciplinaires, chacun peut s'assurer un territoire. Il est bien cadastré, il est cadenassé aussi. Un historien de l'archéologie peut strictement ignorer les travaux réalisés en histoire de la sociologie ou bien en histoire de la géographie. Il y a même un bénéfice symbolique, que vous devinerez, à se positionner de l'intérieur de ces frontières, sans autre référence aux recherches accomplies dans d'autres secteurs. Il est d'abord plus facile, sur un plan d'érudition, de maîtriser sources et études dont le nombre s'augmente rapidement, c'est un problème de gestion aussi, c'est une difficulté. Il y va surtout d'un statut. De l'intérieur des disciplines, les historiens ont gagné difficilement leur reconnaissance. Il y a eu parfois un travail vraiment pour accélérer cette reconnaissance. Leur marge de liberté est donc proportionnelle, je dirais, à la force des résistances que le milieu oppose à leurs investigations. Alors il en résulte deux ou trois faits marquants qui sont vraiment caractéristiques du champ considéré sur les 20 dernières années. D'abord, l'histoire des sciences humaines dont je suis censé rendre compte garde une existence et une valeur presque nominale. Peu de chercheurs professionnels dans ces domaines d'histoire revendiqueront cette étiquette. Peu se disent historiens des sciences. Ils s'en diront plutôt compagnons de route. Même quand l'essentiel de leur production relève du genre historique, même s'y consacrent totalement, la plupart d'entre eux se qualifient spontanément par leur formation d'origine ou par leur compétence qui est reconnue comme sociologue, comme psychologue, comme géographe ou comme linguiste sans doute. Leur travail militant vise en fait à l'homologation de cette composante historienne dans les départements universitaires concernés. De là, un second fait. Le travail documentaire et les grands chantiers ouverts par les chercheurs historiens sont essentiellement tournés vers les disciplines elles-mêmes et trouvent souvent accueil et débouchés dans les revues de spécialité. La plupart des périodiques scientifiques en sociologie, en psychologie, en préhistoire ont ainsi publié des articles ou des sections dites spéciales consacrées à l'histoire, voire même, cas exemplaire pour des colloques qui sont organisés à l'intérieur des sociétés savantes, des numéros thématiques histoire. Et puis, on a parfois aménagé la chose en créant des rubriques à l'intérieur des bulletins des sociétés savantes, des rubriques appelées questions, points d'histoire, peu importe le terme, qui ont été créées pour normaliser, je dirais, ce rapport nouveau à l'historicité du champ. Enfin, vous le savez bien, la matière historique est déjà consacrée en soutenance de doctorat sous la rubrique disciplinaire d'appartenance. On fait des thèses d'histoire de l'archéologie qui sont des thèses d'archéologie. Pourtant, ces éléments positifs ne vont pas sans défense du précaré et sans reproduction entre soi. D'où ce paradoxe qui est d'hier à aujourd'hui. Eh bien, les travaux importants que je citais à l'instant, finalement, qui sont accomplis dans le cadre des disciplines, des thèses, des publications un peu cachées dans leurs revues de spécialité et qui devraient connaître la plus large diffusion auprès des historiens des sciences, restent méconnus. Ils trouvent peu d'audience dans la communauté historienne parce que les circuits d'information, les voies normales de valorisation, vous le savez bien, ne se recoupent pas. Ça ne veut pas dire qu'il y a antagonie, ça veut dire simplement ignorance mutuelle. Les logiques professionnelles, sans être incompatibles, restent étanches, elles restent souvent exclusives. Tel est, peut-on dire, l'effet dommageable, je ne dirais pas pervers, de la parcellisation, d'aucuns diraient la partialisation ou de l'atomisation du champ qu'on évoquait hier. Alors ce mode de production internaliste, rassurons-nous, n'est pas propre à notre pays. C'est un phénomène général. Aux États-Unis, l'histoire de l'archéologie, qui dispose d'une petite feuille Ronéo, une newsletter, est prise en charge exclusivement par des archéologues. Et en général, chez nous comme ailleurs, la préhistoire, la sociologie, la psychologie, les sciences de la gestion, les sciences de l'information et de la communication, peu importe les termes, obéissent aux mêmes standards et motivations.
Si j'en accepte à dessein les historiens de formation, les chercheurs d'origine scientifique ont envisagé leurs travaux d'histoire comme une propédeutique, destinée déjà à se situer eux-mêmes dans un organigramme qui est complexe et conflictuel. Il est à peine besoin de souligner que l'intérêt pour le passé est ici subordonné à des questions que vous connaissez bien, des questions d'identité, d'autorité disciplinaire, que cet intérêt pour l'histoire varie aussi en intensité et en qualité selon l'investissement personnel des chercheurs, qui peuvent peut-être parfois faire cela en amateurs éclairés aussi, selon leur surface d'érudition. Certains deviennent de véritables historiens professionnels et s'y consacrent à temps plein. Dans tous les cas, toutefois, il est difficile d'échapper aux tentations autoréférentielles, à la manière dont les anthropologues se disaient naguère gardiens exclusifs, j'ai connu cela, d'une anthropologie historique de l'histoire de l'anthropologie, à la manière de l'histoire sociale des sciences sociales, vous connaissez aussi, à la manière aussi dont les psychanalystes ambitionnent d'écrire, ou plutôt de réécrire dans leur cas, incessamment le roman psychanalytique de l'histoire de la psychanalyse. Inutile de dire que ce mimétisme méthodologique a séduit pareillement les philosophes, les sociologues, les historiens de l'art, phénomène général. En 1988, un sociologue écrivait, c'était Benjamin Matalon, il écrivait qu'on fait couramment l'histoire de sa discipline parce qu'on est mécontent de son état actuel. Mais, donc, détour par l'histoire pour essayer de comprendre le malaise dans la profession. Ce détour a fini par faire sens en soi. Le pari a été gagné. De ce point de vue, il n'est plus temps d'écrire comme pouvait l'écrire Alain Drouhard en 1982, donc à cette époque pionnière. Il écrivait que l'histoire des sciences sociales est une histoire en friche, pour ne pas dire une terra incognita. Eh bien, depuis ce temps, des traditions de recherche historique sont nées, des équipes se sont installées, URA, ERA, GDR, vous les connaissez aussi. Elles se sont installées et l'érudition, longtemps évaluée comme une activité d'antiquaire, a gagné ses lettres de noblesse. Mais ce satisfecit ne va pas sans limitation. J'ai signalé la faible résonance, et c'est dommage vraiment, des travaux, le manque de dialogue entre disciplines que vous désavouez ici même. L'analyse des traditions nationales, voire même des écoles, peut tourner au parochialisme. J'ajouterai que le poids de la micro-histoire et de l'histoire thématisée, comme on disait, des problèmes qui sont propres à la science considérée, favorise l'étude des moments de fondation institutionnelle, ou, selon l'expression datée qui est moins utilisée maintenant, de rupture épistémologique. La rupture saussurienne, la rupture durkheimienne. Rupture avec les prénotions notamment. Au détriment donc des processus plus larges de disciplinarisation. En entendant ce mot, je le prends sous cette forme dynamique et sous sa forme historicisée. Dans les sciences sociales en particulier, nous connaissons dorénavant bien, ou beaucoup mieux quand même qu'hier, la période qui court de 1880, je dirais, jusqu'aux années 1960. Tout ce qui précède est presque laissé pour compte. La limitation disciplinaire, c'est aussi celle du temps. La moyenne, la longue durée, n'est pratiquement prise en charge que par les historiens au sens strict. La plupart des chercheurs qui officient au sein des disciplines ne s'y sentent pas à l'aise parce que, vous l'imaginez bien, leurs repères culturels se brouillent. C'est une acculturation aussi que d'aller dans le passé. Alors, comme les disciplines, au sens moderne du mot, ne sont attestées sur le plan institutionnel ou programmatique, je dirais en France, qu'après l'instauration de la Troisième République, et si l'on était sage, on dirait après la Deuxième Guerre mondiale, eh bien, cette histoire est arbitrairement tronquée. L'évidence disciplinaire va donc confiner à ce que George Stocking appelait le présentisme, dans un texte qui a irrigué tous nos travaux. Avec présentisme, avec ses effets de rétroprojection, si je puis dire, ses effets également de miroir. Les périodes antérieures sont difficiles d'accès, difficiles de compréhension, et elles deviennent presque insignifiantes. Dans tous les cas, on va donc les considérer sous un angle un peu exotique. Il n'est pas facile, comme disait Foucault, de penser l'autre, l'altérité, dans le temps de notre propre histoire. Eh bien, les historiens de la psychologie qui travaillent pour des périodes ultérieures à 1880 ont des difficultés à comprendre ce que l'on peut entendre par la science des armes au XVIIIe siècle ou la psychologie théologique de l'école de Marbourg au XVIe, XVIIe siècle. Ces études existent néanmoins. Alors je ne souhaite pas verser dans la caricature. Il est presque inutile de dire que la situation varie grandement d'un domaine à l'autre. Depuis les travaux de Clarence Glacken, par exemple, en géographie, qui datent des années 1960, et je les cite parce qu'ils viennent d'être traduits sous l'égide de Philippe Pinchemel au CTHS,
L'histoire de la géographie, à ce moment, s'est offerte au grand panorama pour envisager dans toute leur complexité, des Grecs à nos jours, je puis dire, les savoirs relatifs au rapport homme-nature. Et ces travaux ont été poursuivis par l'équipe de Philippe Pinchemel et de Marie-Claire Robic. Les publications également ont suivi. De même, bien sûr, la linguistique, qui échappe finalement au verdict que je posais, qui va prolonger, depuis l'origine, je crois, qui prolonge ses annales jusqu'à l'Antiquité et à l'échelle du globe, pour témoigner à la fois de la longue durée des métadiscours tenus sur la fonction langagière, sur les systèmes de signes, sur les technologies, on en a parlé hier, afférentes à la traduction, à la transmission, de tout ce qu'on évoquait, la cartographie des idiomes, également qu'on pourrait évoquer à propos des œuvres comme Adriano Balbi. Les historiens de la linguistique y sont d'autant mieux encouragés, je le dis, que leur domaine bénéficie d'une forte structuration internationale. Des congrès, plusieurs revues de spécialité en histoire de la linguistique, c'est un cas unique. De plus, et j'en finis avec cette photographie contemporaine, la contrainte disciplinaire est d'autant mieux acceptée que la reprise critique des textes fondamentaux, les textes qu'on appelle les canons en anglais, les textes canoniques, est perçue comme un exercice normal, une sorte de bagage pédagogique. C'est un problème aussi. Freud n'est pas seulement rendu à l'histoire, comme l'avait fait Holloway en écrivant un énorme livre, Freud, biologiste de l'esprit. Freud, c'est aussi l'histoire même de la psychanalyse, inlassablement glosée. Alors le retour, comme on disait dans les années 60, le retour à Freud, à Marx, à Durkheim, à Saussure, témoigne de cette connivence spontanée entre l'historicité du champ et son commentaire intellectuel. Je doute qu'il s'agisse là, comme le disait Foucault, d'une spécificité herméneutique des sciences humaines. Beaucoup de gens reprennent cette idée, mais je dirais que c'est variable selon les sciences. Après tout, si l'on fait retour à Saussure en linguistique, les préhistoriens ne font pas retour à Boucher de Perthes. On vient de célébrer le 150e anniversaire de la réhabilitation de Boucher de Perthes, mais l'œuvre de Boucher de Perthes n'a jamais irrigué la pensée des préhistoriens. Aussitôt reconnue, elle était périmée. C'est donc un rapport spécifique à Boucher de Perthes qui va s'instaurer, comme on l'a vu au mois de juin récent. Ribot n'est pas un auteur de la bibliothèque d'excellence de la psychologie aujourd'hui, mais on peut fêter le centenaire de l'hérédité psychologique comme ça a été fait dans les années 80. Mais ce qui compte quand même, c'est que ce rapport à l'histoire, au temps disciplinaire, dirais-je, soit souvent vécu sous cette forme complice. Dans le même ordre d'idées, plus l'histoire disciplinaire est reconnue sur le plan académique, acceptée dans son nombre et ses réalisations, et bien sûr, moins les chercheurs seront tentés de multiplier les passerelles avec leurs interlocuteurs supposés venus d'autres horizons. Et là encore, vous démentez le fait. Mais l'exception confirme la chose. Les historiens de l'économie ou de la psychanalyse que j'évoquais tout à l'heure, qui évoluent dans des structures puissantes, richement dotées, regardez le prix de l'abonnement, sous le rapport financier, mais aussi sous un rapport symbolique, n'ont dans leur ensemble pas adhéré aux objectifs fédérateurs de la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme qui a été créée en 1986. Les historiens de l'économie sont rares parmi les membres, dans les 10 premières années en tout cas. Les historiens de la psychologie, par contre, qui forment en France, à la différence de ce qu'on voit en Allemagne ou bien même en Espagne, un petit réseau activiste, peu de personnes en quête de légitimité, eh bien, ils ont cherché immédiatement à s'appuyer sur cette institution qui était plus large. Il s'agissait pour eux, par ce détour, de gagner en réputation, de se faire connaître, et donc, dans les mots de Françoise Parrot, qui écrivait un éditorial de la SFHSH, de forcer la chance. La disparité des moyens, la disparité des fins visées devrait finalement nous obliger à parler des histoires, au pluriel, des sciences humaines, sans autre hypothèse publicitaire sur leur mouvement d'ensemble. Mais tout n'est pas dit. Il y a un chapitre 2. On aura compris que l'histoire des sciences humaines, comme horizon de synthèse, pensable en tout cas, paraît aujourd'hui encore une cause à plaider plutôt qu'une réalité de fait. L'hétérogénéité des objets, des pratiques, se redouble ici d'une question compliquée de périodisation. Par exemple, j'évoquais l'archéologie préhistorique, alors profitons-en, l'archéologie préhistorique ne remonte guère, quoi qu'on fasse, en deçà de 1850. Les sciences de la communication et de l'information se donneraient au moins 30 ans d'âge. Alors que des métadiscours d'orientation historique ou géographique, ou linguistique bien sûr, bénéficient d'une tradition théorique 2 fois millénaire. Il semble donc que les sciences humaines n'aient ni langage commun, ni chronologie, ni référence obligée capable de les articuler. Le raisonnement justifierait la différenciation
horizontale, si l'on veut, des disciplines modernes, telles que nous les connaissons, et incidemment les fameuses frontières sectorielles qu'arpentent les savants épistémologues. Je pense qu'une collection d'histoires locales ne font pas une histoire générale des sciences humaines. Et celle-ci, pour autant qu'elle puisse exister, ne saurait procéder d'une juxtaposition de points de vue partiels, aussi détaillés soient-ils. Mais alors une objection va surgir, et elle vient même de l'histoire de nos institutions. Pourquoi a-t-on créé des instances intermédiaires un peu partout, et pas seulement en France? Pourquoi des enseignements généralistes se sont-ils multipliés? Des collections, des revues, des sociétés savantes, qui sont dédiées aux travaux interdisciplinaires. S'agirait-il d'une inconséquence? Eh bien alors je dirais, elle est pourtant assumée. Elle témoigne d'une volonté, je crois, de soumettre, en tous les cas elle a eu cette volonté, de soumettre à des conditions architectoniques d'ensemble le devenir conflictuel des sciences de l'homme. Et ces conditions architectoniques se déploient de fait à un autre niveau que les analyses de détail qu'on peut tous produire. Elles ne les contredisent pas, seules changent le regard historien. On parle souvent de réflexivité, de construction de l'objet, eh bien c'est ici l'occasion de l'exercer. Je donnerai un seul exemple parce qu'il vous parlera à la plupart d'entre vous. En avril 1986, la Société française pour l'histoire des sciences de l'homme, la SFHSH, a été créée, sur le modèle, elle a pris ses statuts de l'HL, elle a été créée pour fédérer tous les chercheurs, isolés souvent, et promouvoir une approche résolument pluridisciplinaire, transdisciplinaire, je ne sais pas comment dire, trans c'est mieux. Le but social était évident à cette époque, il faut le rappeler. À cette époque pionnière, certains historiens, ostracisés dans leur laboratoire, bloqués dans leur carrière, qui vivaient leur existence professionnelle comme celle d'un transfuge, eh bien, ils réclamaient de la puissance publique, et ici c'était surtout le CNRS, la création de structures d'évaluation transversales pour faire valoir leur droit à l'existence. Mais au-delà de cet aspect circonstanciel qu'on évoquait hier avec Sylvain, qui n'est nullement anecdotique, la SFHSH voulait d'abord offrir une tribune d'expression cohérente, commune aux historiens. Elle voulait offrir aussi une vision panoramique de la recherche en actes. Deux solutions faisaient l'unanimité, et elles sont françaises encore. D'une part, l'extension maximale du concept de sciences de l'homme. Société française d'histoire des sciences de l'homme. On ne dit pas sciences sociales ni sciences humaines, ces termes ont été discutés. Et on a choisi sciences de l'homme pour ouvrir le plus large possible le champ d'expression de ces sciences, depuis les pôles, je dirais, biomédicaux jusqu'aux sciences politiques ou les sciences de la gestion. Cette ouverture n'est acceptée qu'en France, et n'a en tout cas pas d'équivalent anglo-américain, où le concept d'homme est en plus genderisé. Elle se justifie pourtant sur le plan d'historiographie dès lors qu'on oublie la cartographie rigide des savoirs universitaires actuels. On le sait bien. Prenons un exemple pour ne pas rester abstrait. Au XIXe siècle, une science comme l'hygiène, qui a un tout autre rapport à la société que nous pensons aujourd'hui, une science comme l'hygiène couvre adéquatement toutes les facettes de l'expérience que nous mobilisons. La médecine est présente, la géographie, les topographies médicales, tout cela, la mésologie, la démographie, les enquêtes sociales, pensons à Villermé, parent du Châtelet, les objectifs pratiques aussi, la réforme et la question sociale sous-jacente. L'arbitraire historique de nos classements peut ainsi être mis en perspective. D'autre part, pour lever ces divisions, l'association a organisé dès sa fondation des colloques nationaux et internationaux privilégiant les opérateurs communs visibles dans la constitution des sciences humaines. Alors, quelques exemples. La mathématisation, ça a été l'un des premiers colloques qui affecte de fait bon nombre de ces sciences. Les modalités de l'institution, l'institutionnalisation, ça vaut pour toutes ces sciences. Le rapport au terrain ou au laboratoire, l'argent dans les sciences humaines, c'est un domaine important. Le lien durable aussi, ça c'est plus disséminé mais c'est important pour moi, qui les associe, selon notre définition, au savoir dit de la nature. Je reviens un instant sur ce point parce qu'il est cardinal. Le naturalisme, comme on l'appelle, Durkheim parle du naturalisme sociologique pour désigner sa propre démarche. Le naturalisme que vous avez étudié dans un numéro thématique de la revue Histoire, épistémologie, langage, que je vais m'empresser de lire, bien sûr. Le naturalisme est souvent mal perçu, mal interprété, peut-être même caricaturé, comme une forme de réductionnisme biologique quelconque. Exécrable en tout cas, à la mode raciste, à la mode sociobiologiste d'hier, à la mode social-darwiniste d'avant-hier, que sais-je encore. Cependant, ces tentatives réductrices existent bien, je le sais bien, j'ai travaillé beaucoup sur l'anthropologie. Mais le naturalisme ne s'y épuise pas.
Loin s'en faut. Il s'agit d'abord d'un mode opératoire, d'un véritable dispositif épistémologique qui est transversal aux sciences de l'homme et qui vise d'abord à la standardisation des observations pour une meilleure comparaison, leur classement, leur mise en relation avec, je dirais, pour horizon d'intelligibilité, valable à peu près pour toutes ces sciences, la recherche, comme on dit, de régularité ou de rapport constant, dont on tirerait la théorie ou la loi des phénomènes. Voici ce qu'est le naturalisme dans sa forme abstraite. À titre exemplaire, l'évolutionnisme au XIXe siècle ou l'organicisme au XIXe siècle ont été de ces philosophies globales qui vont irriguer durant tout ce grand siècle une bonne partie des sciences humaines émergentes. Ils sont souvent sous-estimés. On en mesure l'importance, mais on se dit que ça ne nous concerne pas. Ils sont souvent sous-estimés par les historiens des époques récentes, parce que les disciplines modernes, et vous le savez bien, sont nées pour partie de leur désaveu. La fameuse coupure épistémologique. Néanmoins, pour garder un exemple linguistique, le fait que Michel Bréal, dans sa sémantique, ou bien que Saussure ait décoché quelques flèches assassines contre l'organicisme, ne peut pas faire oublier, et il le souligne d'ailleurs ses auteurs, le paradigme dominant du siècle. La revendication qui est curieuse pour nous de la linguistique comme une science naturelle, revendication qui va du matérialiste Abel Ovlak jusqu'au très spirituel Friedrich Max Müller, doit nous interroger aussi. Elle trouve d'ailleurs autant de répondants, et j'en sais quelque chose, en sociologie, en économie, en géographie, dans beaucoup de sciences en fait, et jusque dans la critique d'art de Viollet-le-Duc. Laurent Baridon a fait un beau livre sur ce point. Que ce soit, comme je le pense, plutôt par convergence avec les sciences du vivant, que par simple emprunt analogique ou transfert, le modèle de l'organisme, qui nous paraît aujourd'hui une image pauvre, presque négative, il offre en réalité une matrice, je dirais tant technique que théorique, qui étend sa juridiction sur la plupart des savoirs de l'homme, en leur conférant à la fois programme et un programme durable, c'est une affaire du siècle, et positivité. On peut bien le repérer dans ces sciences à partir de la Révolution française, où le concept d'organisation, de réorganisation, a alimenté tous les débats depuis Volney et Saint-Simon. En effet, l'image organique, avec sa corrélation des parties, leur cohérence, leur subordination mutuelle, où chacun est à sa place, ne fournit pas seulement un canon descriptif. Elle présuppose aussi qu'il y a une historicité pensable de l'organisme. La loi de son développement doit être cherchée, son mode de différenciation des parties, son mode de perfectibilité, ou bien à l'inverse, son mode de dégénérescence. La dégénérescence, un terme bien connu dans les savoirs naturalistes du XVIIIe siècle, on disait dégénération, qui devient dégénérescence chez les aliénistes et que les linguistes n'ignoreront pas lorsqu'ils voudront parler de la corruption des langues. On en parlait hier. Dans tous les cas, progrès ou comme on disait au XIXe siècle, regret, régression, eh bien le temps devient une dimension intrinsèque de l'aventure humaine, des langues, des institutions, de la culture matérielle et symbolique. Je dis ça n'est pas rien. Un exemple que j'emprunte à Renan. Renan, en 1848, dans ses pensées de 48 qui vont devenir l'avenir de la science, eh bien, il évoque ce qu'il appelle l'embryogénie de l'esprit humain. Dans la classification de Cournot, l'embryologie est une science historique. Eh bien, il utilise ce terme embryogénie de l'esprit humain pour fédérer l'ensemble des savoirs qu'il appelle de l'humanité, c'est-à-dire chez lui la philologie, l'histoire, l'archéologie, l'épigraphie, ce genre de sciences. Eh bien, au même moment où il crée ce concept curieux pour nous d'embryogénie de l'esprit, eh bien, le professeur d'embryologie et d'anthropologie du Muséum d'histoire naturelle, Étienne Serre, eh bien, lui, il assimile la linguistique à une paléontologie psychologique. Telle est la conviction du siècle. Si la langue, comme l'écrit encore en 1880 le sociologue Charles Le Tourneau, est une sorte de procès-verbal psychique relatant toute la vie mentale d'une race, il devient possible, par régression, d'y percer les premières pensées des hommes, antérieures à tout enregistrement. Dans le silence des annales consignées, la linguistique passera, avant 1860, avant l'insurrection du préhistorique, eh bien pour l'équivalent, ou le substitut même, d'une préhistoire encore balbutiante. Elle permet de penser les grandes durées. On la dénomme parfois paléontologie de l'histoire. Gobineau ou Taine, vous le savez sans doute, parleront dans le même sens de géologie morale. C'est avec ce type de présupposé, toujours organiciste la plupart du temps, que s'opère, dans le fond, ce que j'aime appeler le tournant historiciste global des sciences de l'homme dans le second quart du XIXe siècle. L'objet des sciences accède à son stade dynamique.
depuis le simple jusqu'au complexe, du moins différencié vers le plus différencié, etc. L'objet des sciences donc va s'en trouver transformé. Bien sûr, la science du XVIIIe siècle n'a pas ignoré les perspectives génétiques. Combien d'ouvrages sur l'origine des langues, même conjecturales. Mais la problématique de l'origine, ici, origine de l'homme, origine de ses langues, de ses sociétés, de ses institutions, est repensée à nouveaux frais empiriques, et avec des modèles vraiment différents. J'insiste sur la réciprocité de ces échanges entre les sciences de la nature et les sciences de l'homme, parce qu'on la juge souvent de manière unilatérale. Si le concept de développement, qui vient de l'embryologie, organise le discours de Michelet en histoire, le discours de Renan, le discours de Spencer, les naturalistes sont de leur côté attentifs aux découvertes des sciences humaines. Vous savez, Raymond Schwab avait déjà souligné cela, Cuvier avait suivi avec application les travaux des indianistes de la Société de Calcutta, donc même avant 1800. De manière plus significative encore, la linguistique va contribuer à l'étayage documentaire des premières doctrines évolutionnistes des années 1850-70. C'est un indice de fragilité, mais la théorie darwinienne, pour garder la plus célèbre, elle reste hypothétique pour la plupart des contemporains. Personne n'a vu la transmutation des espèces, soit dans la nature, soit même en laboratoire. Or, la dérivation des langues, que vous connaissez bien, la dérivation des langues, leur ramification, offre en raccourci, et cette fois à l'échelle humaine, avantage, le modèle tant recherché de variation et de descendance avec modification, selon le terme de Darwin, dont la preuve empirique manquait aux biologistes. Ce parallèle est ici avantageux pour la philologie, donc très bien pour vous. Parallèle des langues et des espèces qui va inspirer la reconstruction des fameux arbres phylétiques. On les connaît bien chez Hans Haeckel, je crois qu'il précède chez les linguistes, d'après ce que j'ai pu lire, il précéderait chez Schleicher. Je ne sais pas s'il y en a d'autres avant. Dans nos domaines. La plupart des défenseurs de l'évolution en tireront argument de cette parité de l'évolution des langues et des espèces pour justifier la généalogie et le principe de divergence des caractères des groupes biologiques apparentés, à commencer par Darwin, qui a utilisé cette belle métaphore linguistique, mais à continuer aussi par tous ces chapitres qui multiplient ce parallèle dans les œuvres pionnière de l'évolutionnisme, chez Charles Lyell en Angleterre, chez Hans Haeckel en Allemagne, chez Mathias Duval à Belovedale en France. Ainsi, l'emprunt au darwinisme, bien connu chez Schleicher et dénoncé couramment, ne doit pas masquer la dette contractée à leur tour par les naturalistes vis-à-vis de ces sciences qui ont l'homme pour objet. Elle témoigne d'une circularité des sources qui me paraît un trait constitutif d'une culture scientifique qui reste quand même peu professionnalisée. C'est quand même un élément sociologique à prendre en compte. Ce patrimoine commun, j'ai pris cet exemple pour intéresser plus les linguistes, mais il s'étend d'ailleurs à d'autres conceptualisations, comme la théorie de la division du travail, qui vient de l'économie politique pour irriguer la pensée naturaliste, pour repartir vers l'économie politique ainsi naturalisée. C'est très étonnant comme circulation. Mais d'autres conceptualisations restent étonnamment variables et labile dans l'espace. La théorie des milieux qui vient de la biologie, eh bien, elle se prolonge dans la mésologie sociale de Louis-Adolphe Bertillon, par exemple. La théorie d'adaptation qui vient de la théologie puis de la biologie va passer dans la psychologie. Elle va irriguer toute la pensée psychologique américaine. La doctrine de la récapitulation, qui est d'origine théologique, va passer en biologie et elle va irriguer nombre de théories des sciences humaines, je ne sais pas, la criminologie de Lombroso, par exemple, ou la sociologie de Charles Le Tourneau en France. De telles conceptualisations opposent, je dirais, à la segmentation réelle des savoirs l'uniformité de quelques principes élémentaires, des concepts nomades, même le concept de race linguistique doit vous parler, des logiques d'analyse qui sont partagées. Parler ainsi d'uniformité, pour moi, à mon niveau, d'interface, de schèmes très généraux, comment fournissent, je parlais de la notion de développement, ou bien comment fournirait au XXe siècle la notion de structure, eh bien, n'implique pour l'historien aucun désir de totalisation abstraite. On a dit que je voulais créer une discipline, histoire des sciences humaines, histoire générale. Je n'ai pas cette prétention. Le structuralisme, on le sait bien, pour prendre cet exemple, il couvre d'un mot une multitude de projets intellectuels qui peuvent se croiser avec difficulté, qui peuvent se contredire, dont les origines, comme les analysait Piaget dans le Petit que sais-je sur le structuralisme, peuvent s'ancrer aussi bien en physique, dans la théorie des champs, en mathématiques, qu'en économie ou en linguistique. Il n'en demeure pas moins que de tels isomorphismes font sens pour la représentation commune
de ce qu'on peut appeler, de ce qui a été appelé un moment structuraliste des sciences humaines autour des années 1950-1970. L'existence même conflictuelle d'un espace de dialogue qui, par capillarité, peut s'étendre depuis la critique littéraire jusqu'à l'archéologie préhistorique, à travers le modèle des fouilles de Pincevent de Leroy-Gourhan, ou bien la description qu'il a faite l'interprétation qu'il a faite des gravures rupestres, eh bien, tout cela résout par le fait même la question posée, toujours, de la commensurabilité des savoirs à l'épreuve des fameuses frontières disciplinaires. Certes, on peut étudier, et on a certainement étudié, le structuralisme d'André Leroy-Gourhan sans se soucier de Lacan, de Barthes ou de Lévi-Strauss, selon l'inscription que j'appelle monodisciplinaire. Mais j'imagine qu'on gagnera en profondeur et en compréhension en croisant ces résultats partiels. Et pour autant que la synthèse ne s'oppose pas à l'analyse, qu'elle la suppose même, il faut bien admettre qu'en revendiquant ce paradigme sémiotique très général, nombre de théoriciens influents des années 60-70 construisaient la configuration culturelle d'ensemble dans laquelle, je dirais, ils voulaient ou croyaient prendre place. Je paraphrase des propos de Christian Puech à l'ouverture du numéro de la revue Langage sur la sémiologie et son histoire, qui doit dater de 1994. L'unité des sciences humaines procède ainsi d'une histoire, dirais-je, à dominante, qui, sans les englober toutes, soyons modestes, rapproche en tout cas des points de vue, les soumet à des régulations très caractéristiques. L'évolution est un concept fédérateur et il a pu jouer un rôle extraordinaire dans les années à peu près 1860-1890. Les premières critiques surgissent à ce moment. De même, le cognitivisme dans la période contemporaine. Ça ne veut pas dire unité de quelques principes, ce n'est pas une axiomatique. Soyons raisonnables et restons empiriques, mais tout de même, il y a des régularités, elles sont spectaculaires. L'homogénéité très relative que je souligne n'est valable que sur un plan d'épistémologie. Simplement, les nombreuses études de détail qui ont été menées dans les 20 dernières années nous démontrent comme une réalité de fait et comme une réalité d'idéal pour moi, pour une histoire générale de ces sciences, que les sciences humaines, comme le disait Foucault, s'entrecroisent et qu'elles n'ont pas, de fait, on le voit bien, cessé d'échanger dans une moyenne durée leurs concepts, leurs techniques d'enregistrement et leur type d'englobement. Faut de mieux, j'emploie ce mot, on pourrait dire leur type de paradigme. Porosité des prétendues frontières, ou bien mutualisation des ressources dans des domaines où il y a peu de chercheurs, eh bien, peu importe, les sciences humaines gardent, pour moi, une allure d'ensemble. Il existe d'ailleurs, d'hier à aujourd'hui, des domaines qui sont maintenant étudiés, comme les sciences de l'éducation, la criminologie, les sciences de l'information et de l'éducation et de la communication, pardon, que j'évoquais, qui, par leur complexité propre, le fait qu'elles viennent chercher le bon partout où il se trouve, ne sauraient faire l'objet d'aucun traitement historique disciplinaire, au sens banal de ce terme. Il existe aussi des problématiques très larges, comme l'orientalisme que vous connaissez bien, mais aussi bien l'américanisme ou l'africanisme sous ses formes, ou bien, dans un autre registre, l'eugénisme au XIXe siècle, qu'on ne peut pas affecter à aucune science en particulier. C'est aussi une restriction contre le point de vue disciplinaire. Il se trouve enfin, ou alors il faudra inventer que ce sont des disciplines, et là il faudrait le prouver. Il se trouve enfin des auteurs importants. J'ai cité Herbert Spencer tout à l'heure, qui resteront à jamais inclassables selon nos divisions admises. Faut-il découper Spencer comme un saucisson en tranches, en Spencer psychologue, sociologue, moraliste, théoricien de la biologie, etc., etc. Assurons-nous qu'il s'agit bien d'une même trajectoire et du même homme. Moins connu mais non moins significatif des limites du spécialisme qu'on prétend disciplinaire, je pourrais citer en Angleterre James Cole Pritchard. Son nom est peut-être moins familier, c'est le plus célèbre des anthropologues du milieu du XIXe siècle. C'est contre lui que se battent les Français, c'est pour lui que se battent les Anglais. Il est également réputé, cet anthropologue, comme un médecin aliéniste. Il a créé des concepts qui sont passés en France, comme le concept de folie morale. Mais il est aussi un linguiste, et c'est comme glossologue que le reconnaît, par exemple, le philosophe William Whewell, et tant d'autres, ou bien le baron Bunsen que vous pouvez connaître. Encore moins connu, peut-être, mais qui vient de faire l'objet d'un colloque interdisciplinaire au Centre Coiré et sous l'égide de la SFHSH, un savant comme Alfred Maury. Son nom vous êtes peut-être moins familier. Il a été professeur d'histoire dans la chaire du Collège de France, la chaire de Michelet, quand Michelet a été
congédié, si je puis dire. Il a été directeur des Archives nationales, c'est un savant qui compte quand même. Il est à la fois géographe, historien des croyances, ethnologue, archéologue, aliéniste, et il publie dans tous ces domaines. Et il fait partie de toutes les sociétés savantes et souvent dans les instances administratives. Et c'est encore à ses compétences de linguiste que font appel les ethnographes de Philadelphie, de l'école de Philadelphie, lorsqu'ils vont publier un de ces grands manifestes de l'anthropologie polygéniste et esclavagiste qui s'intitule Indigenous Races of the Earth, qui paraît en 1857. C'est le seul français qui fait partie de cette expédition collective. En somme, une histoire générale des sciences humaines présente à mon idée bien des atouts. Le comparatisme nous permet d'accéder à des niveaux d'intégration qui donnent à leur mouvement une sorte de physionomie. Après tout, la Gestalt nous parle. Une sorte de densité d'ensemble en tout cas. Il profite à tous le comparatisme et à qui s'en saisit. Il permet également de canaliser en interne la disparate déroutante des publications qui sont de plus en plus spécialisées. J'ai du mal à vous lire, vous aurez peut-être du mal à me lire aussi. De plus en plus pointillistes, et tout cela étant également passionnant. Il s'offre en tout cas le comparatisme en contrepoint, sans contredire aucunement les analyses de détail dont nous avons absolument besoin et qui ont donné une scientificité neuve à tous nos domaines. Quand on compare ce qu'on fait aux mots et les choses de Foucault, on voit la différence. Mais le comparatif vient rappeler aux historiens professionnels que le devoir nous incombe d'en poursuivre collectivement la synthèse. Hors des voies très sélectives, très idiolectales aussi, des philosophies d'engagement. Je citais Michel Foucault, je n'y reviens pas, mais Gusdorf était également du même type. 7000 pages pour nous expliquer l'histoire des sciences humaines et la pensée occidentale. C'est un monument de notre histoire, comme Michel Foucault est aussi un monument de notre histoire avec les mots et les choses, une archéologie des sciences humaines. Mais ces philosophes, je le dis idiolectaux, parce qu'ils voulaient nous dire le fin mot des choses avant qu'elles fussent produites. C'est quand même une restriction. Vous aurez compris que je ne suis guère militant des approches disciplinaires d'horizon borné. Leur intérêt rétrospectif n'est pas un bon module d'expérience pour celui qui travaille, par exemple, sur le XVIIIe siècle. Regardez l'anthropologie du XVIIIe siècle, vous perdrez les repères. Les historiens de la sociologie, pour prendre un autre exemple, connaissent bien la théorie des 4 stades du développement de l'humanité. C'est une œuvre collective dont Ronald Mick a fait remonter l'histoire d'une manière très ancienne, mais arrêtons-nous au XVIIIe. Elle court de Montesquieu et elle a été théorisée essentiellement par Adam Smith. C'est une théorie qui postule que le mode de subsistance des sociétés débute par la sauvagerie, qui est prédatrice de la terre sur un plan économique, pour s'achever, 4e stade, dans le règne du libre-échange commercial, avec des stades intermédiaires, stade pastoral nomade, stade agricole sédentaire. On parle de passé prédisciplinaire, on parle aussi d'une sorte de préhistoire, c'est le premier chapitre de nos ouvrages, pour réinscrire des perspectives de plus longue durée dans une trajectoire quand même de meilleure portée. Or, ce qui est antidisciplinaire, ce qui est prédisciplinaire, n'est par définition pas disciplinaire du tout. Et on n'a pas dit qu'il n'y avait rien avant la disciplinaire. Inversons la proposition habituellement reçue. Si l'avènement des disciplines modernes doit être expliqué par les études historiques, c'est une pétition de principe que d'en prendre les codes avant examen pour mode explicatif. En fait, l'équation disciplinaire des sciences humaines reste pour l'historien un produit tardif de la division du travail intellectuel. Nous en serons d'accord. Elle dépend d'abord d'une masse critique de chercheurs et des modalités de leur encadrement. C'est le disciplinaire que nous connaissons bien. Des formes standardisées de publication et de recherche collective, des institutions, une place reconnue dans l'enseignement supérieur et donc des critères restrictifs de formation, des normes techniques et surtout peut-être une construction des objets en référence à des problématiques, à des hypothèses expérimentales, à des méthodes qui seraient, disons, immanentes à leur solution. C'est une forme très ésotérique de la recherche que nous propose le disciplinaire. Elle nous est devenue évidente. Elle n'apparaît qu'avec le XXe siècle. L'apparition des mots ne corrobore pas l'existence d'une discipline, non plus d'ailleurs que la création d'une société savante. C'est trop facile de dire que la sociologie existe avec Auguste Comte. On sait que le néologisme sociologie paraît pour la première fois chez Sieyès, les travaux de Jacques Guillaumeau nous l'ont montré. Il trouve sa place dans la classification différentialiste des sciences chez Auguste Comte. Et c'est sous l'obédience positiviste qu'est fondée à Paris la première société de sociologie. Elle a été créée par Littré en 1872. Eh bien, elle a duré très peu de temps. Elle va s'épuiser dans les préalables.
Qu'est-ce que la sociologie? Comment la faire? Sous quelles conditions? Et dans quel but? Les critères spécifiques de ce que nous considérons comme discipline, professionnalisation, domaine d'expertise, but pratique également, lui font défaut. C'est dire autrement que l'acte de nomination des sciences nouvelles n'en garantit ni l'émergence ni la durée. Le XIXe siècle ignore le langage convenu des disciplines et même le concept familier de chercheur. Cherchez-le, vous me direz si vous le trouvez. Il est très rare même dans les textes du début du XXe siècle. Mais le XIXe siècle connaît la science comme activité de l'esprit, et il connaît les savants, voire les savants spéciaux. Ce sont ceux qui sont spécialisés. Il enregistre donc déjà le spécialisme, avec une touche de regret quand même pour l'idéal encyclopédique des âges révolus. L'argument général consiste à dire que la division du travail, qui est une source d'innovation précieuse, a morcelé la science en autant d'études spéciales. La spécialité paraît dans le même mouvement donc efficace par son rendement, appauvrissante. Cependant, on pense encore vers 1850 que la science, et j'en ai trouvé tant d'attestations vers 1880 aussi, que la science est une comme l'est la nature, dont elle n'est que le reflet. Elle n'est que l'ordre des choses, la science. La distinction des sciences particulières n'est donc qu'une commodité. Même Auguste Comte, rassurons-nous, va affirmer que ces divisions sont finalement artificielles. C'est son mot. Elles sont nécessaires donc pour l'approfondissement des études, mais l'imaginaire de la nature, dirais-je, comme totalité ordonnée, comme totalité différenciée, comme totalité sécable, prélude à la répartition des travaux et des matières. La classification des sciences est donc impérative, et vous savez à quel point tant de philosophes ont écrit des classifications des savoirs qui se contredisaient l'une l'autre, bien sûr, durant tout le XIXe siècle. Ce sera la grande affaire du XIXe siècle, et ça tombe avec le XXe siècle. La classification des sciences vaut pour clarification, et de fait d'elle va dépendre le bien fondé d'une spécialité ou d'un groupe de sciences qui doivent occuper une place précise, bien définie dans la carte du savoir. C'est impératif déjà pour faire valoir leur droit à l'existence. Il faut en effet, comme dit un auteur, relier les sciences sans les confondre, les distinguer sans les isoler. C'est une mathésiologie compliquée. C'est dans ce contexte de délimitation scrupuleuse des frontières épistémologiques qu'apparaissent des groupes de sciences individualisées, comme les sciences physiques, comme les sciences du vivant, ou les sciences biologiques, selon qu'on est ou qu'on n'est pas positiviste. Et pour ce qui nous concerne, un groupe qui doit nous intéresser, le groupe des sciences dénommé d'abord morales et politiques, puis, vers 1850, les sciences humanitaires ou sociales. Je ne sais pas qu'en a que le concept de sciences humaines. Mais humanitaire et social, on s'en approche tout de même. L'idéal encyclopédique que pouvaient incarner à titre personnel des naturalistes d'exception comme Buffon au XVIIIe siècle, ou au XIXe siècle comme Alexandre de Humboldt, savant complet, Alcide d'Orbigny, qui pourrait aussi prétendre à ce rôle, cet idéal encyclopédique n'est pas pour autant oublié. Il est simplement pris en charge par le collectif des savants, à la manière dont Cabanis considérait l'Institut rénové comme une encyclopédie vivante. L'expression est connue. Dans les domaines qui nous occupent, qui forment, selon les mots d'époque, des provinces du savoir, des départements, toute division à caractère administratif, ou bien encore, comme dira Auguste Comte, des branches diverses d'un tronc unique, c'est l'arbre du savoir, encore qui marche, ce sont les sociétés savantes qui tiennent ce rôle d'encyclopédie collective. Première du nom, vous la connaissez bien, elle a été la mieux étudiée, je crois, la Société des observateurs de l'homme, créée en 1799, et qui accueille, comme l'ont montré Moravia et Guzov d'abord, mais surtout Jean-Luc Chappet, qui a fait le décompte des vrais membres de la société, avec quelle surprise pour nous, des hygiénistes, des antiquaires, des anatomistes, des pédagogues, des linguistes, des voyageurs, on y parle de pasigraphie, etc. On serait tenté d'affirmer, elle tombe en 1803-1804, on serait tenté d'affirmer que la montée en puissance des spécialités dans ce grand XIXe siècle, qui est visible avec la création des premières sociétés de spécialités, sociétés de géographie, de linguistique, on en parlait, la société de 1837, d'anthropologie. Il y a 2 sociétés d'anthropologie avant la société de Broca de 1859. Société des antiquaires de France, etc. Institut des langues. Tout cela, on peut penser que cette montée en puissance des spécialités va faire pièce aux velléités généralistes des pionniers du domaine sciences de l'homme. Mais là encore, il n'en est rien. Nombre de sociétés savantes gardent, sous un intitulé cette fois spécial, une vision unitaire du champ. Comme si précisément, et je touche là à quelque chose d'essentiel, la nature humaine réclamait tout son savoir. De là l'éclectisme apparent pour nous,
de leur recrutement. Je vais vous donner un exemple que je connais bien. La Société ethnologique de Paris a été fondée en 1839. Elle rassemble par exemple des phrénologues et des médecins, des archéologues, des géographes, des voyageurs, des orientalistes, etc. Son aréopage est des plus brillants qui soient, des plus représentatifs du monde académique ou scientifique de l'époque. On y retrouve parmi tant d'autres William Edwards, que vous connaissez pour ses recherches sur les langues celtiques, que je connais pour sa physiologie raciale, Alcide d'Orbigny, le voyageur et le paléontologue, Malte Brun, le géographe, Charles Lenormand, l'égyptologue, Eugène Burnouf, Michelet, Amédée Jobert, l'orientaliste, Jean-Paul Dulaurier, qui je crois est professeur de Malais à l'école des Languedoc, etc., etc. Il convient alors de se méfier des appellations restrictives suggérées par le nom des sciences. Méfions-nous de cela. On pourrait regarder l'école d'anthropologie de Paris dès la fin du siècle, je n'en parlerai pas. J'ajouterai d'ailleurs que la faiblesse du nombre des prétendus savants spéciaux, comme on va les appeler maintenant, est largement compensée par leur très grande circulation d'une société savante à une autre. Croiser les personnels des sociétés savantes, c'est un exercice intéressant. Vous verrez ce que ça donne. C'est une manière de contrebalancer, je dirais, les tendances séparatistes engendrées par la division du travail, qui commence à poindre quand même. L'historien du XIXe siècle gagne donc vraiment à élargir son champ d'investigation pour analyser les rivalités des sociétés savantes, leur lutte d'influence aussi pour le magistère intellectuel, sous deux conditions. D'abord, il faut songer qu'il y a un nombre très restreint de producteurs et très peu de débouchés professionnels d'une part. Il n'y a pas d'ethnologue professionnel à l'époque, hein, sachons-le. D'autre part aussi, l'unité réelle d'un ensemble de sciences que masqueraient à tort des revendications d'autonomie dont on sait qu'elles ne dépassèrent pas toujours le stade du prospectus, la société de sociologie dont je parlais tout à l'heure. Alors nos catégories actuelles nous ont habitués à penser, dans les formules oraculaires de Lévi-Strauss, que le but dernier des sciences humaines, c'est lourd tout de même, n'est pas de constituer l'homme, mais de le dissoudre. Ah, les philosophes ont réagi, vous le savez bien, au nom de l'humanisme, du souci de l'homme et tout cela. La conscience d'humanité, songez à Gusdorf. Mais les savants du XIXe siècle ignorent absolument ce dilemme. Pour eux, la phénoménologie concrète visée par telle ou telle science en particulier ne va pas sans référence à l'idée régulatrice de nature humaine. Quand même elles répondent d'une découpe gestionnaire de la réalité, de l'ontologie du réel humain, l'anthropologie, la linguistique, l'économie, la sociologie représentent et se représentent elles-mêmes, je dirais, comme des points de vue ou des éclairages particuliers d'un objet commun, la nature de l'homme. Voyez le plaidoyer d'instauration des sciences morales et politiques par certains économistes. C'est pourquoi toutes ces sciences s'emboîtent l'une dans l'autre. Il s'agit bien dans toutes ces sciences de traiter des faits humains comme de choses naturelles. Les savants vont donc chercher leur légitimité dans une extension particularisante du concept de règne de la nature. Vous connaissez bien cela. Les anthropologues du muséum vont créer le concept de règne humain. Règne du langage également, qui ne doit pas être limité à Friedrich Max Müller. Règne aussi social, qu'on retrouve aussi bien chez des théologiens que chez Marcel Mauss, Émile Durkheim et Paul Fauconnet. Toutes ces stratégies, de même que le partage commun d'un lexique, de méthodes, de principes empruntés au naturalisme, permettaient d'authentifier les sciences de l'homme sans trop de chevauchement. De plus, et c'est tout à fait essentiel pour les perspectives généralistes que je défends ici, elles soutenaient encore au XIXe siècle, finissant, vraiment fin de siècle, la possibilité d'une vie intellectuelle unifiée, dans les limites d'une communauté académique qui est de plus en plus éclatée avec le siècle avançant par ses spécialités, ses objets, ses objectifs. En somme, au XIXe siècle, séparation et intégration, loin de s'opposer, sont les deux facettes d'un même problème et d'une même activité. Nous devons les tenir ensemble. Alors je conclus, j'espère que je n'ai pas été trop long. Dans la moyenne durée, les sciences humaines fonctionnent sur un mode réticulaire. On a un vrai réseau et qui mériterait d'être analysé presque sur un mode sociologique. Elles présentent une sorte d'élan commun par les échanges conceptuels, par les transferts de modèles qui sont patents. C'est en définitive, pour nous, après coup, la compréhension du monde intellectuel moderne qui était en jeu, à travers la construction du sujet psychologique, la prévisibilité des actions humaines, l'invention du symbolique, de l'espace, du temps des hommes, et tant d'autres choses. Alors fût-il spécialisé comme c'est devenu la règle, l'historien ne peut toutefois pas isoler arbitrairement ces divers thèmes pour les étudier séparément. Je pense que, le voudrait-il, il n'y parviendrait pas.
Il s'agit en vérité d'objectivation globale qui parle toutes de l'homme. Elle se modifie historiquement en fonction des divers régimes de véridiction, on en parlait avec Sylvain hier, ces régimes de véridiction vont évoluer même dans le XIXe siècle. Alors du XVIIIe à la fin du XIXe siècle, c'est considérablement changé. Depuis les formes objectivistes du naturalisme que j'évoquais tout à l'heure, jusqu'à l'herméneutique. Mais elle nous renvoie toujours une image de soi et des autres. Les hommes, disait Michel Foucault, quand il a été accusé de vouloir faire mourir l'homme, ce qui était quand même dommage, il s'est justifié, expliqué dans les disait écrits. Et en 1980, il a dit les hommes, finalement, je me suis mal exprimé. Je voulais dire que les hommes n'ont jamais cessé de se construire eux-mêmes, que l'image de l'homme donc change d'époque en époque. Les savoirs de l'homme participent eux-mêmes à cette activité de production de l'humain et à son incessante transformation. On peut donc supposer à titre réflexif que l'histoire des sciences, à son tour, propose une systématisation de ce thème que les ethnologues appellent l'anthropopoïésis, c'est-à-dire la fabrication de l'humain dans la culture. Je vous remercie.